Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, représenté par Swad El Cohen et Radouane Zbata. Donc, je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Les webinaires que nous organisons depuis une semaine sur des sujets d'actualité juridique en lien avec le Covid-19 rencontrent un vif succès et je tenais à vous remercier pour votre participation. Nous avons souhaité aujourd'hui faire un point avec Marc Veuillot, associé en charge du bureau Francis Lefebvre Maroc, qui fait partie de l'entité CMS Francis Lefebvre Afrique francophone, sur la situation des entreprises dans ce contexte de crise sanitaire et notamment sur les mesures fiscales et sociales les concernant. Marc Veuillot sera accompagné de 2 collaborateurs spécialisés en droit fiscal qui prendront la parole également, Mohamed Chabani Khalil et Rachid Mejdoubi. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de nos experts via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que nos intervenants apportent une réponse en priorité. Pour votre information, ce webinaire est adossé donc à l'environnement législatif marocain et en conformité au règlement européen sur la protection des données. Je passe donc la parole à Marc Veuillot. Oui, bonjour à tous et merci de votre participation et de votre présence pour ce webinaire. Donc c'est la première fois, moi, à titre personnel, que je fais ce genre de présentation avec ces outils en ligne. Comme vous le savez, écoutez, on vit une situation très particulière. Les pandémies du virus, la pandémie du virus a obligé un certain nombre d'États à prendre un certain nombre de décisions dans l'urgence pour, je dirais, les mesures d'abord sanitaires pour préserver la santé des personnes, mais on comprend bien que ces mesures portent tout de suite une atteinte importante à notre économie, au rouage de cette économie, et bien entendu, la plupart d'entre nous sommes extrêmement inquiets par rapport à cette situation. Bon. Donc, en ce qui concerne le Maroc, il y a eu des mesures sanitaires et d'urgence qui ont été prises très rapidement. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes tous confinés jusqu'au 20 avril et qu'il est fort probable que ce confinement perdure jusqu'à la fin du Ramadan. Bien qu'aujourd'hui, il n'y ait eu aucune communication officielle sur le fait de prolonger cette période de confinement. Bon. Ce que nous, on peut observer en tant que cabinet d'avocats, de conseils juridiques et fiscaux qui sont présents au Maroc et présents également dans le cadre au niveau africain, puisque notre organisation CMS, et notamment CMS Africa, est en mesure aujourd'hui de couvrir l'intégralité de nos besoins, des besoins de nos clients en termes de droit des affaires, que ce soit en Afrique et plus particulièrement en Afrique francophone. Bon. Vous voyez actuellement les associés de cette équipe qui sont géographiquement implantés dans différents pays, mais Dina, Sandrine et Pierre travaillent principalement exclusivement sur des problématiques d'Afrique francophone. Samir dirige le bureau d'Alger, je dirige le bureau du Maroc et nous avons des partenaires depuis très longtemps en Afrique francophone et notamment à Abidjan où on rayonne sur tous ces pays. Bon. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que il y a des mesures d'urgence qui sont prises dans un certain nombre de pays sur le plan sanitaire, mais également tout un tas de mesures qui sont faites pour essayer de préserver le tissu économique. Préserver le tissu économique, c'est d'abord et concrètement pour des juristes, je dirais, préserver la trésorerie des entreprises, puisqu'on sait très bien que si on se retrouve dans une situation où on n'a plus les actifs qui nous permettent de financer notre activité et de répondre aux passifs exigibles, et bien cette situation s'appelle un état de cessation des paiements et nous oblige à faire des déclarations auprès des tribunaux pour éventuellement rentrer dans le cadre de procédures collectives. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises au Maroc qui visent avant tout à essayer de préserver la trésorerie des entreprises. Et nous allons les voir à travers les mesures qui ont été prises au plan fiscal
et au plan également de la sécurité sociale. Avant de vous présenter ces mesures, je voulais juste vous faire part de mon analyse avec quelques jours, je dirais, après quelques jours de confinement, après une quinzaine de jours de confinement, puisque le bureau Francis Lefebvre, ici au Maroc, on travaille pour un grand nombre d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus, et je dirais qu'à chaque fois qu'il y a des évolutions législatives, on est souvent consulté. Donc, les mesures exceptionnelles qui ont été prises récemment par les autorités, bien entendu, nous amènent tout un tas de questions de nos clients. Donc déjà, avec 15 jours, je vois à peu près les demandes qui affluent et quel type de demande afflue, et je voulais juste vous en faire part. Premièrement, on a beaucoup de demandes de clients sur des aspects qui concernent le droit du travail, puisque des périodes, je dirais, de tension économique cristallisent aussi les conflits, et il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment, les employeurs se demandant comment ils peuvent continuer avec des salariés qui ne sont pas forcément occupés ou employés, parce que parfois ils sont en cessation d'activité ou en cessation d'activité partielle. Donc on est très impacté par ce type de demande. On a aussi beaucoup de demandes de nos clients par rapport à des contrats, et des contrats passés, des contrats commerciaux. On nous pose la question de savoir si on peut prétexter un cas de force majeure pour ne pas remplir une obligation. À la différence de la France, je fais le parallèle puisque j'avais entendu le ministre Bruno Le Maire déclarer que les difficultés et les perturbations générées par la lutte contre le Covid-19 constituait un cas de force majeure, et il a tout de suite pris les devants en expliquant que les entreprises qui fourniraient des services ou des conseils ou des biens à l'administration et qui ne seraient pas en mesure de le faire dans les délais pourraient invoquer le cas de force majeure. Bon, au Maroc également, nous connaissons cette notion de force majeure qui est encadrée par d'ailleurs des obligations et des contrats, et au Maroc, il faut savoir que la définition, ou plutôt les effets de la force majeure ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres législations. Et ce qu'il convient d'avoir en tête, c'est qu'au regard du DOC, on ne peut pas obtenir des dommages et intérêts si un co-contractant n'a pas pu remplir ses obligations du fait d'un cas de force majeure. Par contre, on oblige le co-contractant, une fois que la difficulté a cessé, de remplir ses obligations. D'accord ? Dans certains pays, dès lors qu'il y a un cas de force majeure, le débiteur se retrouve libéré d'avoir à exécuter son obligation. Au Maroc, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'au Maroc, même si vous invoquez un cas de force majeure, on vous dira très bien, on va attendre que le cas de force majeure cesse, et dès que vous êtes en mesure de remplir vos obligations, vous êtes toujours contractuellement lié exactement de la même façon, je dirais, dans la situation d'avant l'apparition du cas de force majeure. Donc ça, c'est un point important. Donc, on a des demandes en droit du travail, on a des demandes en droit des contrats, on a également aussi des demandes en droit fiscal. Bon. Alors, on va peut-être, Angélique, commencer par présenter maintenant les sujets fiscaux. Alors, on est parti, bien entendu, sur la base d'un certain nombre de textes qui ont été pris dans l'urgence. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette slide ? Voilà. Ce sont d'abord les décrets qui, en conformité avec la Constitution, ont institué le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons donc étudié ces textes. Également, un décret-loi qui a été pris en urgence par l'exécutif et qui devra être validé par le Parlement, et également une convention conclue entre l'État et la CNSS, j'expliquerai pourquoi, et différents communiqués officiels, notamment de la Direction générale des impôts. Si vous pouvez présenter la slide d'après. Allô ? Oui, c'est bon. Voilà, donc
les mesures fiscales, d'accord? Donc, dans le but de protéger les entreprises, il a été décidé de distinguer parmi les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 20 millions de dirhams, de celles dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 20 millions de dirhams. D'accord? Donc, la référence, c'est important, c'est le chiffre d'affaires de l'exercice 2018, puisqu'a priori, le chiffre d'affaires de l'exercice 2018, il est parfaitement connu aujourd'hui en 2020. Bon. Donc, les entreprises, les sociétés qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams, eh bien, bénéficient d'un certain nombre de mesures de clémence. Clémence par rapport au fait de déclarer leur liasse fiscale avant le 31 mars. On est déjà le 2 avril, donc c'est déjà passé. Clémence, effectivement, pour ne pas payer des acomptes d'IS ou des compléments d'IS qui auraient été dus au titre de l'exercice 2019, et éventuellement payer le premier acompte provisionnel, bien entendu, en fonction de leur situation fiscale propre, et de savoir si les acomptes d'IS qu'elles ont payés l'année dernière suffisent à couvrir la charge d'impôt qu'elles devraient payer cette année en présentant leur compte, leur compte et leur déclaration. Alors, ce qu'il faut noter, déjà, c'est que, a priori, il n'y a aucune formalité à remplir. C'est-à-dire que toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams peuvent bénéficier de ces reports. Je dis report, et report ne signifie pas exonération, c'est-à-dire qu'on vous demande, on vous permet de ne pas le payer tout de suite pour justement alléger votre trésorerie, mais de toute façon, il faut savoir que ces différentes charges fiscales devront être acquittées. Pour les sociétés qui ont un exercice social qui commence le 1er janvier et qui finit le 31 décembre, je dirais, il n'y a pas de difficulté, sauf qu'il faut bien avoir en tête que vous allez devoir, à la date avant le 30 juin, également tenir vos assemblées, et notamment l'Assemblée générale ordinaire, qui statue sur les comptes de l'exercice précédent, procède à donner quitus au gérant et également décide de l'affectation du résultat. Bon. S'il y a eu des mesures de tempérament sur le plan fiscal, comprenez que les règles du droit des sociétés et notamment de la tenue des assemblées n'ont pas été impactées, n'ont pas été modifiées par une quelconque mesure, je dirais, nécessitée par l'urgence. Bon. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, les tribunaux sont arrêtés pendant toute la période de confinement. Ceci étant, même si c'est le cas, ça ne nous empêche pas de communiquer des informations au greffe du tribunal de commerce, qui est en charge de la tenue des extraits CABIS et des sociétés. Nous avons notamment procédé en ligne à la présentation des états financiers, puisque les états financiers, vous savez, font l'objet d'une communication auprès du greffe. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons continuer à faire en termes de droit des sociétés et secrétariat des sociétés pendant cette période. Il est possible de tenir des conseils d'administration à distance. Il est possible d'utiliser sous certaines conditions la visioconférence pour tenir aussi des assemblées à distance. Donc, comprenez bien que ce report d'obligations fiscales n'affecte en rien vos obligations en termes de droit des sociétés. Bon. Également, il y a lieu de noter que les déclarations de TVA, ainsi que tout ce qui concerne le paiement d'impôts retenus à la source, n'est pas concerné par le report dont on parle. Bon. Est-ce que vous pouvez mettre la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. Ceci étant expliqué, pour les entreprises inférieures à 20, ayant un chiffre d'affaires 2018 inférieur à 20 millions de dirhams, je propose de vous parler maintenant de ce qui a été décidé pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams. Donc, pour ces sociétés,
on assiste il y a dans les mesures qui ont été prises une distorsion entre le décret-loi qui a été pris, et notamment son article 6, et je dirais les communications qui ont été faites par la Direction générale des impôts. D'accord ? Donc, pour ces entreprises, il va falloir justifier, si vous voulez bénéficier d'une mesure de report. Cette fois-ci, elle n'est pas du tout automatique, elle est conditionnée au fait qu'on est plus motivé auprès de la Direction générale des impôts, qu'on se trouvait dans une situation compliquée. Donc, ça va être je dirais, il faut constituer des dossiers pour démontrer qu'on est en difficulté, démontrer qu'on a des difficultés de trésorerie, je dirais par tout moyen. On n'a pas déterminé exactement quels étaient les moyens qui permettaient de justifier, mais je dirais tout moyen que vous pouvez utiliser pour justifier le fait que vous êtes dans une situation compliquée, parce que par exemple, vous aviez un marché à honorer et que du fait de ces situations, vous êtes dans l'impossibilité de le faire, que par conséquent, ça génère une absence de profit pendant cette période, et puis si ces profits vous permettent de payer vos salariés, ben on comprend bien que vous êtes dans une situation qui est intenable. Donc, pour ces entreprises-là, il conviendra de motiver et d'expliciter les raisons pour lesquelles on souhaite reporter le paiement de l'IS. Et je dirais, si on le fait maintenant pour ce qu'on devait déclarer le 31 mars, eh ben on est déjà un petit peu en retard, mais on essaiera quand même de le justifier pour ces raisons, parce que tout le monde n'a pas pu non plus être au courant de tous les textes en temps réel, et forcément, en cette période de clôture des comptes, forcément faire tout ce qu'il pouvait faire. Bon. Alors, l'article 6 du décret-loi dont je vous ai parlé, lui, il prévoit la suspension de tous les délais légaux et réglementaires. Donc, on a envie de dire, c'est pas une question de savoir si on a un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 20 millions de dirhams. Bon. Mais, je tiens à vous faire part d'une expérience. Bien entendu, comprendre une règle de droit, c'est aussi comprendre et surtout dans quel esprit elle a été prise. Bon. On comprend bien que, dans l'urgence, il y a un certain nombre de décisions et de normes qui ont été prises à différents niveaux, et qu'elles sont pas forcément toutes, je dirais, très claires, et on a pu déjà relever des éléments de distorsion ou des éléments qui laissent apparaître un certain flou. Bon. Moi, je considère qu'il faut donc se référer à l'esprit des textes. On fait face à une situation unique, on fait face à une situation compliquée. Le but de la manœuvre, c'est que ceux qui peuvent encore payer, je dirais, payent, et que ceux qui en ont besoin, eh ben, on puisse les aider pour préserver le tissu économique le plus longtemps possible. Bon. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'une entreprise même qui aurait un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams, mais qui, par ailleurs, n'aurait aucune difficulté par rapport à la crise que nous connaissons, parce qu'elle a une activité qui n'est pas impactée, ou au contraire, parce qu'elle a une activité qui est impactée favorablement, parce qu'on va lui demander de faire beaucoup plus que ce qu'elle fait d'habitude. Bon. Est-ce que vous pensez raisonnablement que cette entreprise peut bénéficier des mesures qui sont prises aujourd'hui et qui sont faites précisément pour protéger des entreprises en difficulté? Bon, ben, je dis que oui, dans les textes, a priori, c'est possible, mais que sur un plan moral, c'est critiquable. D'accord? Donc, si pour les entreprises inférieures à 20 millions de dirhams, c'est possible, je dirais faites-le, mais n'oubliez pas qu'un jour, peut-être, on vous demandera de justifier pourquoi vous l'avez fait. Même si on vous le demande pas aujourd'hui, dans le cadre d'un contrôle fiscal, etc., etc. Maintenant, on peut aussi avoir une vision sur notre business en avril et en mai, et puis, par contre, être extrêmement inquiet sur ce qui va se passer en juin, parce qu'on n'a pas de visibilité à 60 jours, et que par conséquent, on profite de ces mesures pour éventuellement faire face à une difficulté qui interviendrait dans l'intervalle entre je dirais au cours des mois qui viennent. Bon, ça peut tout à fait se comprendre.
Alors, pour la constitution du dossier, si vous pouvez revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai déjà expliqué ce qu'il convenait de faire par rapport à la demande. La demande, elle est libre. Il n'y a pas un formulaire imposé. Il s'agira juste d'être convaincant et de donner les pièces justificatives qui attestent des difficultés que nous connaissons. Autre point, dans la précipitation, nous n'avons eu aucune information s'agissant des sociétés qui auraient un exercice social qui ne commencerait pas le 1er janvier et qui ne finirait pas le 31 décembre. Donc là aussi, on se pose la question du bénéfice de ces mesures pour les sociétés qui sont dans cette situation. Je pense que là aussi, même si ça n'a pas été prévu, on peut retenir le critère de 20 millions de dirhams en 98 et qu'a priori, on peut utiliser les mêmes règles parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire une discrimination entre les sociétés selon qu'elles ont un exercice qui commence le 1er janvier ou pas. Ça n'aurait aucun sens. Slide suivante. Est-ce que vous pouvez mettre la slide suivante? Voilà. Alors, autre type de mesures fiscales, suspension des avis à tiers détenteurs et des contrôles fiscaux. Alors, plutôt une bonne nouvelle de savoir que dans cette période, on ne va pas faire l'objet d'un contrôle fiscal ou que l'administration ne va pas saisir la première occasion pour essayer de bloquer notre compte bancaire. C'est heureux. Bon. Maintenant, s'agissant des contrôles fiscaux en cours, nous pensons qu'ils se poursuivent sans suspension des délais prévus par la commission, qui ont été prévus, d'accord. Même si c'est contradictoire par rapport à l'article 6 du décret-loi. Bon, nous sommes actuellement en train de travailler pour des clients qui sont dans le cadre de, je dirais, de procédures administratives post vérification de comptabilité, dans la phase administrative de la procédure non contentieuse. Ils ont reçu des notifications de redressement. Nous sommes en train de préparer les réponses aux notifications de redressement en respectant scrupuleusement les délais de procédure qui sont prévus par le livre des procédures fiscales. Rachid, est-ce que tu peux donner à nos auditeurs un éclairage sur ce sujet? Je sais que tu travailles actuellement sur ce type de travaux. Vous arrivez à communiquer avec l'administration fiscale par email. Comment faites-vous aujourd'hui pour dans ces conditions pour continuer à travailler avec l'administration fiscale? Oui, bonjour. Par rapport à ce point-là, il faut savoir, c'est déjà que l'administration fiscale elle-même, en tout cas les services de vérification, ne sont pas très éclairés, n'ont pas eu d'informations précises, en tout cas de directives précises de la part de la Direction générale des impôts au sujet de la tenue, en tout cas au sujet des décisions à prendre en matière de respect des délais légaux pour les réponses à notification. Dans ce contexte, ce qui a été adopté, ce qu'on observe, c'est que la plupart des services régionaux de vérification ont adopté la position qui était de maintenir le respect des délais. Ce qu'on a su aussi récemment, c'est que la DGI serait en train de préparer une circulaire qui répondrait à la plupart de ces problématiques-là. Mais bon, on n'a pas plus de précision que cela. Pour ce qui est de la pratique, aujourd'hui, la réception, pour ce qui est de la réception des réponses à notification, on a une permanence dans la différents centres des impôts pour pouvoir déposer ces réponses en main propre avec des accusés de réception, même si c'est un peu contradictoire avec la période de confinement actuelle. Et les services de vérification restent, en tout cas, nous, on communique avec eux soit par téléphone, par email aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une permanence dans tous les services de vérification avec qui on travaille, mais qui sont là juste pour recevoir les réponses. D'accord. Donc vous voyez, je veux dire,
il nous paraît important de signaler que même si ce décret-loi prévoit clairement la suspension de tous les délais légaux et réglementaires, dans la mesure où l'administration des impôts a fait savoir par le biais de communiqués qu'elle apportait certaines précisions et donc certaines dérogations à ce principe, et ben nous on considère qu'il vaut mieux être prudent et qu'il vaut mieux essayer de faire les choses dans les délais, si on peut toujours les faire, bien entendu, et sans que ça soit trop compliqué, parce que nous pensons que l'esprit de ces mesures, c'est d'aider les plus faibles et ceux qui en ont besoin à pouvoir s'en sortir, et ceux qui ont la chance de pouvoir continuer à faire le travail dans des conditions certainement différentes, mais qui peuvent toujours continuer à faire le travail, eh bien doivent continuer à remplir leurs obligations et faire le nécessaire. D'accord ? C'est très important. Est-ce que vous pouvez mettre la slide suivante, s'il vous plaît ? Alors, troisième mesure importante, la déductibilité des dons accordés au Fonds spécial Covid-19. Donc, vous avez compris que dès la mi-mars, Sa Majesté a créé un fonds qui était dédié à une forme d'entraide nationale pour, bien entendu, lutter contre cette épidémie et essayer de sauver le maximum de personnes. La DGI a précisé que, bien entendu, les heureux donateurs auraient l'immense avantage de voir cette charge considérée comme déductible au plan de l'impôt sur les sociétés. C'est une bonne nouvelle, mais ceci étant, c'est pas non plus une révolution. On sait que le Code général des impôts recèle de dispositions permettant à des personnes de faire des dons à certaines associations et de bénéficier des mêmes avantages, c'est-à-dire de la déductibilité fiscale de la charge. Bon. Donc, les dons effectués au profit du Covid-19 doivent être justifiés par un récépissé. Si vous allez sur le site de la Direction générale des impôts, on vous explique très bien comment on peut récupérer vos dons et vous fournir les pièces justificatives qui permettront d'obtenir la déductibilité le moment venu. Donc, dans ce cadre, le bureau Francis Lefebvre a fait ce matin un don de 100 000 dirhams au Fonds de solidarité. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on retiendra donc de cette première partie de l'exposé concernant aux mesures fiscales, c'est d'une part que ce sont des mesures fiscales quand même assez limitées en ce qui concerne, je veux dire, on n'a pas non plus foison de mesures fiscales. On a 3 mesures fiscales qu'on a essayé de synthétiser au mieux. Il y a celles qui concernent les obligations fiscales urgentes, déclaration de résultats, paiement des acomptes d'IS, et qui interviennent dans cette période de mars à juin 2020. Vous avez compris également que l'action administrative du recouvrement et du contrôle et des brigades de vérification, il est éteint jusqu'au 30 juin 2020. Et par ailleurs que si vous faites un don au fonds spécial ou si votre société fait un don au fonds spécial, vous pouvez bénéficier de la déductibilité fiscale de ce don. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir des mesures fiscales. Maintenant, on va passer aux mesures qui existent également en matière de cotisation sociale. Alors, en matière de cotisation sociale, les autorités font aussi preuve de bienveillance et d'ouverture en permettant aux entreprises de bénéficier d'une suspension du paiement des cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire de la part patronale, pendant du 15 mars au 30 juin 2020. Alors, il y a 2 choses. Il y a, je dirais,
ces mesures qui concernent les sociétés et aussi des mesures qui concernent les sociétés, mais plus exactement qui concernent les salariés. D'accord ? Les salariés qui sont déclarés à la CNSS. Donc, on dit la chose suivante. Il faut comprendre les dispositions en ce sens. C'est-à-dire que si vous êtes une société et que vous êtes obligé d'arrêter votre activité, bien entendu, si vous arrêtez votre activité, vous ne serez pas en situation de pouvoir gagner de l'argent et donc de payer vos salariés. Donc c'est à ce moment-là où on vous autorise à inscrire le nom de vos salariés qui ne peuvent pas travailler pendant cette période afin qu'ils puissent être secourus par une sorte d'assurance chômage qui va leur permettre de toucher pour le mois de mars 1000 dirhams et pour les mois d'avril et mai 2000 dirhams par mois. Bon. Donc, bien entendu, ça peut concerner des entreprises, je dirais, qui ont une masse salariale composée de petits salaires, puisque là, on parle quand même de sommes qui sont inférieures au SMIC marocain. Bien entendu, d'autres entreprises, je dirais, pourraient utiliser ces mesures, mais elles risquent d'être très mal vécues par les salariés dans la mesure où ces salariés sont payés bien au-delà des sommes dont on est en train de parler. Donc, ça, c'est une première mesure. Est-ce que vous pouvez... Oui. Alors, on a là aussi, au regard de ces textes que nous avons analysés, observé un certain nombre de distorsions, puisque on a des textes qui nous disent, et c'était les premiers qui avaient été pris, on nous précisait que finalement, toutes les entreprises qui étaient placées dans ces conditions de difficulté, avec un arrêt d'activité ou un arrêt partiel d'activité, et je vous dirai pourquoi on pense que ça s'applique aussi aux entreprises qui ont un arrêt partiel d'activité, quel que soit leur secteur d'activité, pouvaient en bénéficier. Bon. Mais il semblerait que ça soit un petit peu plus compliqué, puisqu'on a eu des textes qui nous ont parlé de limiter en fait ce bénéfice uniquement aux secteurs qui étaient les plus impactés et qui étaient identifiés comme étant le secteur du textile et le secteur de la restauration. Bon. Slide suivant. Alors, donc, on nous parle cette fois-ci d'employeurs en difficulté, sans avoir véritablement défini ce qu'on entendait par employeur en difficulté. On comprend employeur en difficulté lié à cette épidémie et aux difficultés qu'elle est susceptible d'occasionner. D'accord ? Donc, on dit qu'on peut bénéficier d'une suspension du paiement des cotisations sociales au titre de la période entre le 1er mars et le 30 juin, que ce bénéfice est conditionné au dépôt d'un formulaire sur la plateforme d'Amacom. Alors vous pouvez trouver cet accès en allant directement sur le portail de la CNSS. Et là aussi, je pense qu'il faut raison garder. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous pouvez continuer à acquitter les cotisations de sécurité sociale, ben moi je vous recommanderais de le faire. Bon. De toute façon, c'est pas une exonération, c'est juste un report et la charge, vous aurez toujours à la régler. On parle aujourd'hui d'un délai de 18 mois pour être en mesure de pouvoir acquitter ces contributions, ces cotisations de sécurité sociale qui n'auraient pas été payées pendant cette période. Par ailleurs, autre type de mesure qui nécessitera d'être véritablement explicité, parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup, je dirais, d'informations sur les modalités pratiques, mais on nous dit que les entreprises qui s'engagent à ne pas réduire leurs effectifs, donc qui prennent un engagement, qui s'engagent à ne pas réduire leurs effectifs déclarés au titre de février 2020 de plus de 20% sur la période allant du 15 mars au 30 juin 2020,
peuvent bénéficier de la prise en charge par l'État de la part patronale des cotisations sociales et de la taxe de formation professionnelle. Alors là, c'est plus intéressant que le régime qui est actuellement institué, parce qu'il y a une grande différence entre suspendre et que les cotisations soient prises en charge. Si elles sont prises en charge, ça veut dire que vous n'aurez pas à les régler. D'accord ? Donc cette prise en charge nécessite le dépôt d'un formulaire, mais pour l'instant, nous n'avons pas obtenu le formulaire. Est-ce que je suis tout à fait à jour, Rachid et Mohamed? Un autre sens, oui, c'est toujours, ouais. on n'a toujours pas le formulaire qui. On n'a pas le formulaire, il n'est pas sorti. Encore disponible sur la plateforme d'Amoncom. D'accord. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, les salariés déclarés à la CNSS et qui travaillent dans une entreprise en arrêt, alors partiel ou total, pourquoi? Parce que si vous allez pratiquement sur le site d'Amoncom, vous allez pouvoir sélectionner les salariés qui vont faire l'objet de cette mesure de ceux qui ne vont pas en bénéficier. Ceux qui en bénéficient, par définition, sont des personnels qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en état de travailler. Autre point, les employeurs en difficulté pourront bénéficier d'une suspension du paiement des cotisations sociales, mais c'est uniquement sur la période du 1er mars au 30 juin 2020, et vous avez bien compris que ce n'était pas une exonération, c'est un report. Et également à signaler, qui est très important, les entreprises qui s'engagent à ne pas réduire leur effectif de plus de 20% peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'État de la part patronale, mais cette mesure nécessite d'être explicitée et nous sommes toujours dans l'attente du formulaire qui devra permettre de effectuer cette demande. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, bah écoutez, on est donc arrivé, je dirais, à la fin de cet exposé. Et bien entendu, je suis disponible et nous sommes disponibles pour répondre à des questions. Je me permets de rebondir tout de suite sur la déclaration des salariés qui seraient en arrêt de forcé d'activité. Oui. Si un employeur ne déclare, ne procède à la déclaration des salariés qui sont en arrêt forcé d'activité qu'au mois d'avril, est-ce que les salariés pourront bénéficier de rétroactivement finalement de cette mensualité forfaitaire? Alors, c'est une très bonne question et vous avez raison de la poser puisque pour l'instant, on n'a que jusqu'à demain, 3 avril, 23h59, pour pouvoir, je dirais, indiquer à la CNSS quels sont les salariés qui sont susceptibles de bénéficier de cette mesure, entre guillemets, pour la période du mois de mars. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est du 15 au 31 mars, et vous avez jusqu'à demain 23h59 pour pouvoir faire la déclaration sur le portail d'Amoncom, qui est sur le site de la CNSS. Vous aurez également, je crois qu'il est indiqué, j'ai lu, que en ce qui concernait les rémunérations des salariés du mois d'avril, eh ben, cette déclaration doit s'effectuer très certainement début mai. Et à partir du vendredi 10 avril pour le mois d'avril. Donc, pour ceux qui savent déjà que des salariés seront en arrêt d'activité totale pour le mois d'avril, la plateforme ils pourront faire les déclarations à partir du vendredi prochain 10 avril pour signaler ces salariés-là qui ne seront pas en activité en avril, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité. D'accord. Alors, il y a un autre point qui me paraît très important de noter et d'informer nos auditeurs,
c'est que pour l'instant, on n'a parlé que des mesures qui avaient été nécessitées dans l'urgence par rapport à l'apparition de ce phénomène sanitaire. Mais il existe d'autres mesures dans le droit du travail marocain, dans le Code du travail, qui permettent, sous certaines conditions, à un employeur de réduire la durée du temps de travail et d'aménager les rémunérations en conséquence. Donc, vous pouvez, sous certaines conditions, qui sont la consultation des organes représentatifs du personnel, proposer de réduire le temps de travail, même si par ailleurs vous êtes en situation de télétravail, je dirais en fonction des différents services ou départements de votre entreprise. Peut-être que certains sont plus ou moins affectés, peut-être que dans certains services tout le monde travaille, mais que dans d'autres personne travaille. Donc vous pouvez recourir aussi à ce moyen et dans le cadre d'une réduction du temps de travail, il est possible de réduire le temps de travail jusqu'à 50% pour une durée totale maximum de 60 jours, c'est-à-dire quasiment 3 mois. Donc, il y a les mesures nécessitées par l'urgence, mais il y a d'autres mesures qui existaient avant et qui sont susceptibles, bien entendu, d'être utilisées dans le cadre de ces difficultés et de cette situation exceptionnelle. Alors, Monsieur Veuillot, il y a une question qui concerne toujours la déclaration d'activité d'un salarié à la CNSS. Question relative au report des échéances bancaires. Est-ce que cette mesure de report d'une échéance d'un prêt bancaire est conditionnée par la déclaration d'arrêt d'activité par son employeur à la CNSS? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai pas vu de lien entre les deux jusqu'à présent. Et cette déclaration de report des échéances bancaires, est-ce qu'elle a été annoncée par toutes les banques ou est-ce qu'elle concerne seulement quelques banques? Écoutez, alors, c'était pas du tout le thème de la conférence. J'ai pu observer qu'il y avait eu des déclarations prises par les représentants de la CGEM vis-à-vis du rôle des banques dans cette période, et notamment par rapport à ces demandes des autorités, je dirais, de surseoir les demandes de remboursement de crédit qui avaient été autorisées par les banques. Je sais que le GPBM, le groupement des banques marocaines, a répondu par l'intermédiaire de son président Othman Benjeloun à la missive du représentant de la CGEM, et j'ai compris qu'ils n'avaient pas été très contents. Maintenant, je n'ai pas compris qu'il y avait un lien entre le fait de permettre aux gens de suspendre leur remboursement de crédit et qu'ils soient forcément inscrits sur le site d'Amacom. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être que ça m'a échappé. Ça ne fait pas partie des diligences que j'ai effectuées pour préparer ce webinaire. Je me permets de revenir au début de votre intervention parce qu'on a eu beaucoup de réactions sur le fait de faire prévaloir entre guillemets la circulaire de la DGI sur les dispositions du décret-loi qui prévoit la suspension de tous les délais légaux et réglementaires. Est-ce que c'est pas risqué, de faire prévaloir cette circulaire finalement sur le décret? Non, mais attendez, je pense que la plus grande partie des auditeurs qui sont des professionnels connaissent la hiérarchie des lois. La hiérarchie des normes, moi je la comprends aussi, mais je comprends aussi qu'il y a des mesures qui sont prises dans une situation exceptionnelle et que le but de tout ça, c'est de préserver les plus faibles. Et par conséquent, je considère que ceux qui peuvent encore travailler ou faire ce qu'ils ont à faire, ils le font. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que résonne la DGI. Bon.
Maintenant, vis-à-vis de la direction générale des impôts et de l'administration fiscale marocaine en général, ils ont fait part d'un certain nombre de précisions. Je pense que, si vous voulez, si on est dans la mesure de remplir ses obligations, on le fait. Si on ne peut pas le faire, il sera toujours temps de justifier qu'on n'a pas pu le faire et il sera toujours temps de mettre en exergue l'article 6 du décret-loi dont on parle. J'ai une dernière question sur, vous parliez tout à l'heure de la possibilité de continuer à travailler via des procédures dématérialisées. Pouvez-vous nous en dire plus sur les actes courants du droit des sociétés qu'il est possible de faire de manière dématérialisée et quel est le cadre légal de tout ceci? Déjà, en premier lieu, j'ai parlé tout à l'heure du droit des sociétés, d'accord. Nous avons dans l'arsenal juridique marocain tout un tas de dispositions qui permettent la tenue d'assemblées à distance. Alors c'est bien sûr sous certaines conditions, pour certaines formes sociétales. Toutes les formes sociétales ne peuvent pas en bénéficier. Je sais que c'est vrai pour les sociétés anonymes, mais encore une fois, il y a aussi des conditions à remplir, mais on peut parfaitement réaliser des assemblées à distance, par visioconférence. On peut tout à fait fournir des informations au greffe des tribunaux par également des portails ou des déclarations. Nous avons procédé à nos déclarations fiscales, comme la majorité des entreprises et des contribuables, par des moyens qui sont tout à fait télédéclaratifs. Le virage a déjà été amorcé il y a à peu près 2 ans au Maroc, au moins sur le plan fiscal, d'encourager la dématérialisation et que tout le process de déclaration et de paiement des impôts se fasse par le biais d'outils informatiques et digitaux. Donc, ça existe en droit des sociétés, ça existe en fiscalité, ça existe dans le cadre de la sécurité sociale. C'est amené à être généralisé de plus en plus. C'est vrai que c'est bien pratique en ce moment. Écoutez, merci Monsieur Veuillot pour toutes ces précisions, ainsi que messieurs Chabani, Khalil et Mejdoubi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous d'avoir participé à ce 3e webinaire. Un enregistrement est d'ores et déjà disponible sur le site de Connexion si vous avez raté le début. Je vous donne de mon côté rendez-vous dès la semaine prochaine sur ce même site avec Omar Serouchni qui nous parlera de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la protection de nos données personnelles. Excellent après-midi à tous et merci. Merci. Merci à tous. À bientôt.